Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège d'être avec David, le promoteur. Qui, Salut Eric, salut tout le monde. Salut David, merci d'accepter cette petite interview. Avec plaisir. Voilà, donc David, on a discuté il y a quelques semaines, on a un peu discuté d'investissement immobilier. Donc David, c'est une personne qui achète des appartements, tu achètes pardon, des terrains. Et donc, sur les terrains, tu bâtis des maisons ou des immeubles. Donc, en fait, bon, tu as baptisé le promoteur, mais c'est pas exactement ça. T'aimes pas trop, je sais que tu n'aimes pas trop le terme, mais c'est plutôt, en fait, tu exploites des terrains et ensuite tu les mets en location. C'est-à-dire que tu ne vas pas revendre, d'après ce que j'ai compris. Bon, vas nous en parler en détail. Et je sais que tu fais aussi un petit peu de location saisonnière. Donc, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt les opérations de construction et de mise en location. Voilà, donc je vais te poser quelques questions pour savoir comment tu t'y prends, comment tu investis et ce que tu en retires en tant qu'investisseur. Donc, alors, première question, est-ce que tu peux nous donner un peu un aperçu du type d'investissement standard que tu réalises? Le type d'investissement standard que je réalise, écoute, c'est très très simple, c'est l'achat d'un terrain constructible sur lequel je vais construire deux maisons. Et la plupart du temps, ce sont deux maisons jumelées. Alors, je pourrais rentrer après un peu plus tard dans le détail pour expliquer pourquoi de la jumeler ou pas, sachant qu'on a la possibilité également, j'ai la possibilité également de construire deux maisons, mais qui ne se collent pas, donc deux maisons individuelles. Ça, c'est l'opération type que je fais habituellement. Et tu le fais à quel endroit? C'est en France? C'est dans ta région? D'ailleurs, tu es de quelle région? Alors moi, je suis sur Bordeaux et je fais ça Mhm. autour de Bordeaux, à environ une vingtaine de kilomètres de la rocade bordelaise. D'accord. Et alors ces opérations en termes on est investisseur, donc en termes de chiffres, ça nous donne quoi en termes d'investissement et ensuite de rentabilité ou de gains? Alors, en termes de chiffres, une opération comme celle-là, on va être en moyenne à 300 000 euros. Mhm. Alors, je dis en moyenne, pourquoi? Parce qu'on peut très bien réaliser ce type d'opération pour 250 000 euros. Je l'ai déjà fait. Mais j'ai également fait des opérations à 350 et 400 000 euros. Donc, ça va dépendre, en fait, tout va dépendre, en fait, du terrain, de là où Mhm. on trouve le terrain, où est-ce qu'on achète le terrain. Ok. Donc un terrain, deux maisons, 300 000 euros de moyenne. Ouais. Après, donc la construction, ça prend combien de temps à peu près, la construction? Alors la construction, moi aujourd'hui avec mon constructeur, je sors les maisons en 6-7 mois. Voilà. D'accord. Bon, ça c'est parce que tu maîtrises bien déjà le process, je pense. Voilà, j'ai une stratégie qui est bien spécifique, j'ai un protocole à suivre. Le constructeur me connaît, il sait comment on procède, il connaît la typologie des maisons, il sait comment il faut faire. Et moi, c'est une demande que je lui fais aussi, c'est que s'il veut travailler avec moi, il faut absolument qu'il me sorte les maisons le plus rapidement possible, puisque comme tu le sais, dès l'instant où j'achète le terrain, ben, je commence à payer un crédit. J'ai le choix de pouvoir faire un report. Hein. Mhm. C'est ce que je faisais au démarrage quand j'avais pas de trésorerie, hein, quand Mhm. j'avais pas d'argent à sortir, quand j'avais 0 sur mon compte plus ou moins. Ben, je pouvais pas payer le crédit tant que j'avais pas mes locataires dedans. Donc là, je faisais un report. Mais aujourd'hui, eh bien, je paye tout de suite le crédit dès que j'achète le terrain, mais parce que ça coûte beaucoup moins cher en termes de frais de frais, ce qu'on appelle les frais intercalaires. Mhm. Je paye tout de suite. Et le fait que je paye tout de suite, je paye à vide, c'est-à-dire que je n'ai pas de locataire qui vient me renflouer en face. Donc moi, j'impose à mon constructeur de me construire les maisons le plus rapidement possible. Et aujourd'hui, on va dire qu'en 7 mois, c'est fait. D'accord. Et là, quand tu débutais, donc tu faisais un crédit avec report des échéances, c'était un report de combien que tu prenais? Le premier que j'ai fait un report de 1 an et demi. Mhm. Donc ça, Donc c'est des j'avais choses qui un an et sont, demi pour voir venir, quoi. pour les banquiers, c'est habituel sur ce type d'opération, ils ont l'habitude de Ouais, donner ces durées-là. Ouais, bah, ça ouais, paraît logique. ouais. Et même, on peut même le faire lorsqu'on achète un appartement qu'on rénove, par exemple. On sait que quand on va signer l'acte, on va avoir 2-3 mois Mhm. pour faire la rénovation de l'appartement. On Tout à peut très fait. bien également le demander Mhm. Ouais, c'est ce que, au banquier pour avoir un report de 5 mois, par exemple, et être tranquille. voilà, bah, c'est ce que j'ai fait sur ma dernière opération, un Voilà, report de voilà. 5 mois. Ouais. Et donc, bon, le projet est en cours, il se construit, et, la maison est terminée, tu as les clés de la maison. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais?
tu la vends, tu la mets en location, quelle est ta stratégie? Alors moi j'ai une stratégie bien particulière parce que je me focalise beaucoup, enfin comment dire, moi ce qui m'importe beaucoup c'est la valeur patrimoniale de l'investissement. C'est pas tant le pourcentage de rentabilité, on parle beaucoup de rentabilité, 3,5, 4, 7, 8, 12. Moi je m'en moque un petit peu de ça. Moi ce que je regarde c'est surtout le rendement de l'opération. Et pour avoir le rendement maximum, j'ai une stratégie qui est bien spécifique. Donc, dans un premier temps, en fait, je garde le bien à la location. Donc, je le mets à la location tout de suite, une fois Ouais, que j'ai récupéré les clés, pour répondre directement à ta question. d'accord. Et je le conserve pendant un certain temps pour faire de l'amortissement. Mhm. Et au bout d'un certain temps, je le revends pour encaisser le maximum de plus-value et pouvoir repartir sur d'autres opérations ou rembourser le crédit total de l'opération pour qu'il me reste, par exemple, ça je l'ai déjà fait plusieurs fois, je vends une maison au bout d'un certain nombre d'années et avec la recette de cette vente, je rembourse mon prêt à la banque de cette opération et il me reste en fait une maison sur laquelle je n'ai plus de prêt bancaire, mais qui me rapporte toujours de l'argent grâce au locataire qui est dedans. D'accord. Et aujourd'hui, pour avoir une idée, tu as combien de maisons comme ça qui sont à toi finalement, enfin Alors, que tu exploites? aujourd'hui, j'en ai 10. Alors, la 10e, elle est en cours, là, en fait. Et j'ai un appartement que j'ai divisé en deux. Donc, j'ai une doublette d'appartements, comme je m'amuse à le dire. C'est un appartement que j'ai acheté, que j'ai coupé en deux. Et alors, celui-ci, c'est en centre de Bordeaux et que j'exploite en location saisonnière. Ok, ouais, c'est bien aussi. Et donc, pour revenir à la stratégie, donc tu les mets en location. Est-ce que c'est quoi comme type de location? C'est la location nue, la location meublée? Et c'est dans un cadre fiscal particulier? Alors, ta question elle est très intéressante parce qu'en fait, j'ai les deux types de location. J'ai ce qu'on appelle du LMNP, donc de la location meublée, Mhm. et j'ai également de la location nue. D'accord. Alors, je sais que toi, tu es un expert de l'immobilier également et tu connais toutes les contraintes liées à la fiscalité. Mhm. Et quelqu'un qui fait de l'immobilier intelligemment, comme toi et comme d'autres, tout le monde me dit il faut faire du LMNP. C'est-à-dire du meublé. Parce que fiscalement, c'est beaucoup plus intéressant. Et c'est vrai, c'est la vérité. Par contre, lorsque moi je fais du nu, et c'est là où les gens ils s'interrogent, c'est t'es fou de faire du nu, pourquoi tu fais du nu, sachant ce que tu sais? Eh bien, je fais du nu pour une raison bien spécifique, c'est parce que lorsqu'on fait de la défiscalisation, parce que j'utilise moi des lois fiscales, et en l'occurrence, en ce moment, c'est la loi Pinel qui est en vigueur, eh Mhm. bien, je fais du nu parce que la loi nous impose de louer en nu pour pouvoir bénéficier de la loi. Donc, il y a un certain Tout à nombre de fait. conditions pour y répondre. Mhm. Et voilà, je fais du nu pour pouvoir faire de la défiscalisation. Alors là, c'est super intéressant parce que bon, tu as prononcé le mot Pinel. Alors, bon, il y a beaucoup de gens voilà, qui disent le Pinel, non, faut surtout pas en faire, c'est dangereux, attention, c'est pas rentable. Mais en fait, bon, c'est vrai que si on prend beaucoup de programmes immobiliers qui sont pas 4G ou où il y a plein d'intermédiaires, effectivement, là, c'est pas rentable. Mais quand on le fait soi-même, comme toi tu le fais, là, ça peut vraiment vite devenir intéressant. Et en fait, c'est vrai que c'est l'exception qui confirme la règle. Il y a peu de gens qui le font, mais quand on le fait soi-même, ça peut vraiment être très juteux et très intéressant quand on est investisseur. Donc, je pense que je ne sais pas si tu as des exemples chiffrés un peu plus précis sur ce type d'opération, si tu peux nous donner des exemples. Oui, bien sûr. euh, voilà, Alors, sur... tu fais bien tu vois, ce que tu viens de dire juste un instant, là, c'est une remarque très intéressante parce que moi j'écoute et je m'intéresse beaucoup à ce qu'on peut dire sur l'immobilier, que ce soit dans des groupes mastermind que j'ai sur Bordeaux, pour lesquels je fais partie, mais également ce qui se dit également sur Internet. Et il y a une chose ça m'agace pas, mais qui me déçoit un petit peu, c'est que tout le monde, tous les intervenants aujourd'hui sur Internet qui peuvent parler d'immobilier, jette la pierre à la loi Pinel. Moi, je l'ai fait aussi. Hein. Moi aussi, j'ai... Oui, alors, mais c'est simplement dû à... euh, comment dire en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas la faute à la loi Pinel si certaines opérations, et celles dont tu as parlé tout à l'heure, et tu as raison, je suis complètement d'accord avec toi, sont des mauvaises opérations d'investissement immobilier. Mais c'est pas la faute à la loi Pinel. C'est la faute à celui qui le vend, c'est-à-dire le promoteur qui te vend un produit neuf. C'est pour ça que j'aime pas trop le nom promoteur, Mmh. tu vois, parce que Ouais. c'est un peu péjoratif et que moi je suis pas dans cette démarche-là. Mmh. C'est Par vrai contre, on a tendance à généraliser souvent, on dit Pinel, attention, mais on voit que en réalité, il faut regarder dans le détail.
C'est ça. La loi, c'est la loi, c'est le gouvernement qui a sorti cette loi-là pour peu importe les raisons. Dans tous les cas, c'est une loi qui est très avantageuse pour celui qui sait la prendre à son compte, qui sait l'utiliser. Et c'est ce que je fais, moi. Moi, cette loi-là, j'ai très bien compris à quoi elle servait. J'ai très bien compris l'intérêt qu'elle pouvait m'apporter. Et je l'exploite au maximum parce que c'est ultra intéressant. Ultra intéressant, ça vous fait exploser une rentabilité. C'est vrai? Ah, ça vous fait exploser une rentabilité. Donc, tu me demandais de te donner quelques chiffres. Je vais t'en donner. Alors évidemment, entre parenthèses, avant de commencer, la loi Pinel, c'est intéressant pour ceux qui payent des impôts. Hein. Celui qui ne paye pas d'impôts, il n'a aucun intérêt de faire de la loi Pinel. Mais je vais vous donner quelques chiffres. Donc sur une opération classique comme celle que je fais à 300 000 euros, on va prendre une opération de 300 000 euros, sachant que cette opération, lorsque vous la comptabilisez, pour du Pinel ou pas, hein, mais quand surtout pour du Pinel, quand vous la comptabilisez, tout est inclus dedans. C'est-à-dire vos intérêts bancaires, les frais de notaire, tout. On compte tout pour faire de la défiscalisation. Donc ça déjà, c'est un premier point qui est relativement intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque moi je fais une opération comme ça, je vais donc défiscaliser 300 000 euros. Et la loi Pinel, en l'occurrence, alors demain, je ne sais pas ce que ça sera, hein, ça risque de changer dès demain d'ailleurs. Hein, la loi, ça a changé déjà. Mais là, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est qu'avec une opération comme celle que je fais, de 300 000 euros, on peut économiser pendant 9 ans minimum jusqu'à 6 000 euros par an. Donc, pour une personne qui paye 6 000 euros d'impôts par an, eh bien, le lendemain de sa déclaration d'impôt, elle ne les paye plus, ces 6 000 euros par an. 6 000 euros par an, c'est quoi? C'est un studio à 500 euros par mois. Hein. Donc, c'est comme si vous aviez investi dans un studio qui vous rapporte 500 euros par mois sans avoir de crédit, bien évidemment. Hein. Donc là, rien qu'en faisant de la défiscalisation, c'est-à-dire que vous avez pour zéro travail, zéro, pour vraiment rien à faire, c'est la déclaration aux impôts que vous faites au mois de mai. Juste en faisant ça, on économise 6 000 euros et ça pendant 9 ans et on peut aller même jusqu'à 10 ans. Bon, ça c'est bien, mais après, ce qui est aussi important, c'est ce qui se passe derrière au niveau de l'investissement à proprement parler, quoi. Ce que tu payes et ce que tu rembourses, ça c'est important aussi. Parce que dans beaucoup d'opérations par promoteur, c'est justement là que le bas blesse, parce que souvent, les prix étant trop élevés, la personne, elle va se retrouver à payer plus que son crédit, quoi. Tu as complètement raison. C'est pour ça que les investissements purs immobiliers sont pas intéressants de les faire par un promoteur qui va vous vendre un produit neuf, un package en fait, parce que très concrètement, voilà ce qui va se passer, c'est que vous allez acheter un bien chez un promoteur, vous allez payer un crédit, vous allez avoir un locataire en face, et en fait le locataire, plus l'économie d'impôt que vous allez faire, vont servir à rembourser le prêt. Autrement dit, vous êtes en déficit tous les mois. C'est-à-dire qu'il faut que vous rajoutiez de l'argent de votre poche. C'est-à-dire les impôts que vous avez économisés d'un côté, vous allez devoir les remettre pour payer le crédit. C'est pour ça que ce n'est pas intéressant. Donc ça n'a pas d'intérêt, autant faire autre chose qui est pareil, quoi. Enfin, en termes de résultats. Nous, on sait qu'on a plein de possibilités parce qu'on connaît pas mal de choses dans l'immobilier. Mais il y a des gens, il faut savoir que la loi Pinel, ce qui tourne autour de Pinel, enfin ce qui tourne autour des lois de défiscalisation, pardon, c'est la première rentrée d'argent de l'État. C'est quand même assez important ça de le savoir. Ça veut dire que le premier investisseur immobilier de France, c'est un investisseur de Pinel. Ça peut paraître ahurissant, mais c'est tout simplement parce qu'on paie beaucoup d'impôts en France et qu'il y a des gens qui ne voient que l'intérêt de ne plus payer d'impôts. Point barre. Moi, j'ai fait des opérations d'achat d'appartements sur Bordeaux sur lesquelles j'ai fait des affaires extraordinaires pour la simple et bonne raison que j'arrivais à la fin d'une loi de défiscalisation d'un propriétaire qui défiscalisait et qui accroche-toi Eric, j'ai racheté l'appartement au même prix que ce qu'il l'avait acheté il y a 10 ans. Ça ne m'étonne pas. Nous, on a la même chose à Strasbourg. On a des quartiers entiers comme ça où les gens revendent en masse. Hein. Donc les prix, il y a une forte concurrence au niveau de la revente, donc les prix ne sont pas les plus élevés et il y a des très bonnes affaires, surtout que ce sont des appartements qui sont en bon état en plus, puisqu'ils sont quand même encore assez récents. Ils sont récents, 10 ans, c'est pas vieux comme appartement, et eux, le seul intérêt, c'est de le revendre pour rembourser le crédit et point barre. Ils ont fait leur économie d'impôt, ça leur suffit, ils ne cherchent même pas à faire de l'argent sur la revente de l'appartement.
Donc là, c'est une piste pour faire de bonnes affaires, entre guillemets. Tout à fait. Voilà une info sympa. Mais pour revenir à notre histoire, moi, quand je fais ces opérations-là, parce que moi, je le fais pas, j'achète pas d'appartement chez le promoteur, vous avez bien compris, mais lorsque je fais mes opérations, moi, sans le Pinel, sans faire de la défiscalisation, c'est déjà rentable. Je sors du cash flow. Voilà. Donc déjà, sans parler de Pinel, tu es déjà dans le positif. Ouais. Wow. Ah oui. Et après, tu as encore le bonus, la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau qui vient me sortir 6 000 euros par an, enfin plus que ça, parce que moi j'en ai fait plusieurs. Donc moi j'ai fait de la déduction sur... j'ai 10 000 euros de déduction fiscale, moi. Donc ça me fait 10 000 euros de moins à payer par an d'impôt grâce à ça, avec des opérations donc qui me rapportent de l'argent. Donc quand on entend dire que quand on fait du Pinel, il faut qu'on sorte de l'argent de notre poche, c'est pas tout le temps. Ça dépend comment on les fait. Moi, je ne sors pas de l'argent de ma poche, j'économise de l'impôt, mais à côté de ça, j'ai du cash flow qui rentre avec mes opérations de... Ouais, mais c'est très intéressant ce que tu nous racontes là. Ouais. Et ça donne envie de faire pareil. Maintenant, j'ai des questions qui me viennent par rapport à la mise en place du système. C'est comment tu fais justement pour la construction, c'est-à-dire pour la construction du projet, la construction des maisons. Comment tu fais? Est-ce que tu mets la main à la pâte? Est-ce que tu as une équipe d'artisans? Comment tu fais? Est-ce que tu délègues? Alors, moi, aujourd'hui, je passe par un constructeur. J'ai tout essayé. Hein. J'ai fait moi-même, j'ai mis la main à la pâte. Alors ça, c'est ce que je vous déconseille parce que vous allez y passer votre vie. Vous allez certainement foutre en l'air votre couple si vous êtes en couple parce que vous y passez trop de temps. Donc ça, je vous déconseille de le faire. Vaut mieux déléguer. Et aujourd'hui, je délègue absolument tout. Moi, je garde simplement un œil comme ça pour surveiller ce qui se passe. Et puis c'est tout. Mais si tu veux, l'opération... mon travail à moi, le plus gros de mon travail, et c'est pas si compliqué que ça, c'est de trouver le terrain. Je passe du temps pour trouver les bons terrains, je les achète, je dépose, donc je vois mon constructeur, parce que j'ai même pas besoin d'aller voir un architecte, hein. Je ne m'embête même pas avec différents intervenants, c'est-à-dire que je vais voir mon constructeur, je lui dis, ben voilà, j'ai ce terrain-là, je lui montre la dimension de mon terrain, je veux faire ces 2 maisons dessus, fais-moi les plans, dépose-moi le permis, occupe-toi de tout ça. Et tu me dis, dès que le permis est accepté, on envoie la construction. Donc lui, il fait tous les dessins, il me convoque, il me dit, voilà, est-ce que ça te va, David, le plan, la configuration, je valide. Je dis, ok, c'est comme ça que je les voulais. Il valide de son côté avec ses équipes opérationnelles. Et la semaine d'après, il envoie le premier tracteur sur le chantier pour ouvrir les fondations et c'est parti. C'est rapide, ouais. Et puis après c'est des modèles de maison que tu connais déjà, enfin que tu as déjà fait ou... Ouais, alors je reviens souvent sur les mêmes modèles parce que voilà, la stratégie elle est rodée, c'est de la maison individuelle qui est relativement simple, c'est pas bien compliqué. En fait, qu'est-ce que j'ai fait pour constituer un modèle bien précis? J'ai analysé, j'ai étudié mon marché pour savoir qui allait être mes clients, qui allait être mes locataires. Et, une fois qu'on connaît les locataires, les gens que l'on cible, en fait, on sait ce qu'il faut leur donner comme type de produit. Eh bien, j'ai organisé ça autour de cette demande, tout en optimisant mon coût de construction, hein, puisque plus vous mettez des produits qui coûtent cher, et plus la maison est biscornue, et plus tout ça, ça coûte cher. Donc j'ai essayé de faire les choses les plus simples possibles, sans non plus faire un produit bas de gamme et qui n'ait pas de valeur, parce que comme on en a déjà discuté, tu sais que moi, mon point cible, c'est surtout de valoriser mon patrimoine et de créer la plus grosse valeur possible à mon patrimoine. Donc, moi, je veux que ma maison, elle se valorise au maximum. Parce que je fais attention de ne pas faire non plus de la maison bas de gamme. Je te donne un exemple. Je ne vais pas mettre du carrelage 30-30 blanc au sol. Ça, c'est interdit. Chez moi, dans les chambres, il y a du parquet. Dans le salon, c'est un carrelage, c'est du 40, c'est du gris. Voilà, j'utilise des couleurs qui sont un peu tendance. Donc, je fais des maisons qui sont sympas et qui vont se louer déjà très, très bien. Il faut savoir que quand je les mets en location, je mets une annonce sur le Bon Coin. Le lendemain, j'ai 15 appels. Donc, pour louer, c'est vraiment pas dur. Je me paye le luxe de choisir mon locataire. C'est quoi le profil de ton locataire classique? C'est quoi? C'est un couple avec... Ça peut être un jeune couple, alors avec ou sans enfant. Hein. J'en ai eu qui était simplement un jeune couple.
qui ont plus envie de s'embêter avec les nuisances de la ville, les embouteillages et de vivre dans un appartement fermé, qui veulent du jardin, voilà, ce type-là de locataire. Je vais avoir la petite famille, donc le couple qui a 1, 2 enfants, où ils commencent à être un petit peu à l'étroit dans les appartements, ils vont chercher une maison. Et ensuite, ça c'est l'autre catégorie, je passe directement sur des locataires de retraités. Des gens de la même façon qui recherchent une quiétude, qui n'ont pas besoin d'être en ville, qui n'ont pas besoin de prendre la voiture tous les jours pour aller travailler et qui veulent avoir leur petite maison et leur petit morceau de jardin. Voilà, donc c'est très très large en fait. C'est très large. Ok. Et tout à l'heure, tu parlais de trouver le bon terrain. C'est quoi le bon terrain pour toi? Le bon terrain, c'est le terrain sur lequel on va pouvoir faire 2 maisons. Ça, c'est déjà la première chose. Parce que sur certains terrains, la mairie ne va autoriser que de faire une seule maison, par exemple. Ensuite, c'est un terrain qui va être proche des accès routiers, qui vont être proche de commerces, qui vont être proche des écoles, qui ne seront pas trop loin de la ville non plus. C'est pour ça que moi, je disais que lorsque je cherche à investir, j'essaye de me situer à une vingtaine de kilomètres de la rocade. Alors quand je dis 20, ça peut être 15, ça peut être 25, hein, je sais pas, à 3 kilomètres près. Mais voilà, j'essaie de rester dans ces environs-là. Et surtout un terrain qui, en termes de tarifs, me permette de réaliser une opération à moindre coût pour pouvoir avoir une rentabilité et un rendement, enfin surtout un rendement le plus important possible. Voilà. Donc je pense que c'est ce qui est primordial, c'est le prix du terrain, puisque c'est là la variable qui va changer suivant les terrains que tu vas trouver. Après, le prix de la maison, lui, il est assez, d'une maison à l'autre, ça va être assez proche. Donc ça, tu connais avec qui tu travailles. Ouais. C'est vraiment sur le terrain où tu vas pouvoir te faire la différence, je pense. Complètement. C'est le nerf névralgique de ma stratégie et de ce type d'investissement, hein, précisément. C'est le terrain. Alors, c'est le terrain 1 qui va me permettre de faire ma rentabilité, mon rendement. Pas mes maisons, parce qu'en fait, mes maisons, si le rendement pour les maisons quand le jour où je les revendrai. Mais sinon, dans l'immédiat, c'est pas les maisons, c'est le terrain, parce que la maison, elle c'est tout le temps pareil. La maison, c'est facile. C'est une construction. Le constructeur, il arrive, c'est ça coûte tant de le construire, et que je fasse cette opération ou une autre, ça coûtera toujours le même prix. Donc, il n'y aura pas de différence sur le prix. Par contre, le terrain, c'est là où on crée la plus grosse plus-value. Lorsque je fais ces opérations-là de doublette, je fais minimum 100 000 euros de plus-value. Ça veut dire, tu mets 300 000 euros et tu fais 100 000 euros de plus-value sur l'opération, c'est ça? C'est ça. C'est que derrière à la revente, si je devais tout revendre, je revendrais 400 000. Alors, et c'est quoi qui crée cette plus-value? C'est pas les maisons, encore une fois. Ce n'est que le terrain. D'ailleurs, pour ceux qui nous regardent, ceux qui voudront le faire, vous pouvez aller sur Le Bon Coin, par exemple. Regardez, vous connaissez votre secteur, vous savez où se construit pas mal de maisons. Choisissez une commune et faites une recherche de terrain. Recherchez un terrain qui fait entre 1000 et 1500 mètres carrés, par exemple. Regardez le prix. Ramenez ce prix-là au mètre carré. Et maintenant, une fois que vous avez fait ça, rouvrez notre page Internet, comme ça vous gardez celle que vous venez de faire avec le terrain à 1500. Vous ouvrez une autre page Internet, vous retournez sur Le Bon Coin, donc c'est une nouvelle page Le Bon Coin, et vous retournez sur la même commune. Mais cette fois-ci, au lieu de chercher un terrain qui fasse 1000 ou 1500 mètres, cherchez un terrain qui fait 400 mètres carrés ou 500 mètres carrés. Et ramenez encore une fois ce prix au mètre carré. Et vous allez vous apercevoir d'une chose hallucinante, c'est que vous allez passer d'un prix au mètre carré du simple au double. C'est-à-dire que mon terrain de 1000 mètres carrés, s'il a coûté 100 euros, si vous partez ensuite sur du 400 mètres carrés, vous allez vous apercevoir que votre terrain il coûte plus 100 euros du mètre carré, mais il coûte peut-être 200 euros du mètre carré. Et pourtant, c'est le même terrain. Seulement, le prix d'un petit terrain est beaucoup plus cher au mètre carré qu'un prix d'un gros terrain. C'est là tout l'intérêt de cette stratégie. C'est là également où les promoteurs, ceux qui créent des résidences, qui construisent des résidences, font extrêmement beaucoup d'argent parce que le terrain, tout part du terrain. Plus vous optimisez le terrain et plus vous faites de plus-value. Donc en fait, l'idée c'est d'acheter un gros terrain et de le diviser et puis ensuite le revendre en lot, enfin avec les maisons qui sont dessus, qui ont été installées entre temps. Voilà, c'est ce que je fais. C'est qu'à un moment de revendre, je fais une division à ce moment-là et je revends une ou les deux, ça dépend. La plupart, j'en conserve toujours une.
Et ça me permet d'avoir pratiquement une maison gratuite tous les 5-6 ans, quoi. Oh, c'est cool. Ouais, belle stratégie. En tout cas, ça donne envie de faire pareil. Moi, je me pose juste la question. Je ne suis pas encore intéressé à ça, mais si je vais dans ma région, je vais voir quelques constructeurs. Ouais. À quoi je dois être attentif pour trouver un bon partenaire? Parce que je pense que des constructeurs, il y en a partout dans toutes les régions. Ouais. Quand on a à Bordeaux, qui travaille, je pense, surtout dans ta région. Il y en a partout, des constructeurs, il y en a chez toi, Eric, il y en a chez moi, il y en a partout en France. C'est aujourd'hui le premier, le premier partenaire pour faire construire une maison individuelle. On peut avoir du maître d'œuvre, on peut avoir plein de choses, mais le premier de la construction de maison, c'est le constructeur de maison individuelle, très clairement. Donc ça, n'importe qui peut en trouver un à côté de chez lui, c'est pas un problème. Okay. Ce qu'il faut être, là où il faut être attentif, c'est du sérieux du constructeur. Il faut aller se renseigner, regarder sur Internet, sur les forums, ce qu'en disent les gens. La plupart du temps, lorsqu'ils font partie de groupes relativement importants, c'est que c'est des structures relativement non dangereuses, on va dire. Donc il n'y a pas de souci. Sachant qu'il y a quelques années de ça, il y avait la peur de passer par du constructeur parce qu'on a vu pas mal de choses aux infos notamment, où on voyait des couples qui faisaient faire une maison par un constructeur et qui se retrouvaient avec une catastrophe sur les bras parce qu'un constructeur a fait faillite et qui se retrouvaient en ayant perdu le prix de Bon, ça aujourd'hui ça n'existe pas parce qu'il faut savoir que évidemment, toutes ces erreurs ont fait que les banques ont appris, que les gens ont appris, que toutes les institutions autour de la construction ont appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on demande beaucoup de garanties. C'est-à-dire qu'une banque, lorsque tu vas aller la voir, Eric, elle va te dire qui est ton constructeur. Est-ce que ton constructeur est capable de m'apporter, par exemple, une garantie financière? Ils sont obligés de donner une garantie financière. Donc déjà, ça permet de rassurer beaucoup de monde sur le fait de démarrer une opération et d'être sûr qu'elle ira au bout. Parce que même si le constructeur fait faillite, cette garantie financière, elle va reprendre le relais de l'opération pour finir la maison. Et ça, c'est dans l'intérêt non seulement des gens qui vont signer le contrat au constructeur, donc les futurs propriétaires, mais également la banque. Parce que la banque, quand elle fait un crédit, elle veut être remboursée. Ce n'est pas dans son intérêt que les gens soient plantés. Donc, du coup, tout est fait, en fait, autour de ce qu'on appelle les CMistes pour garantir l'acheteur. Donc, tout est fait pour garantir l'acheteur. Tu as une garantie financière, une garantie de parfait achèvement, tu as des dommages ouvrages qui sont associés également au contrat du constructeur, qui sont offertes avec la construction, en plus de toutes les garanties décennales que le constructeur va s'assurer que les artisans aient lorsqu'ils vont intervenir sur le chantier. Ouais, donc c'est vraiment rassurant, c'est un cadre rassurant, on n'est pas dans le flou, quoi. C'est quelque chose de précis, il y a des lois, etc. Ouais. Bah, franchement, ça donne vraiment envie de faire pareil. Là, on a discuté, on en avait déjà un peu parlé, mais là, on est rentré un peu plus dans le détail. Moi, ça me donne vraiment envie de faire pareil. Donc, on a commencé à voir les bases, on va dire, de ce type d'investissement. Je pense que si vous voulez avoir un peu plus de détails, je sais que tu as un site internet où tu parles du sujet. Ouais. Peut-être tu peux un petit peu en parler, puis on va conclure sur ce point-là. Ouais, j'ai un blog là que je viens de créer parce que j'ai eu énormément de demandes en fait sur ces opérations-là, les gens qui me demandent de les accompagner. Alors j'ai pas le temps de le faire, j'ai pas mis ça en place pour le moment, donc j'ai créé en fait une formation en vidéo pour pouvoir répondre à toute cette demande que j'ai, où les gens en fait ils ont juste à accéder à cette formation pour avoir tout le détail, toutes les étapes. Step by step comme on dit en américain. Bon, bref, c'est un tutoriel. C'est un tutoriel pour pouvoir faire les mêmes opérations que moi. Je donne toutes mes astuces, comment je fais, comment on trouve un terrain, comment on étudie un marché, comment on va faire pour louer ou pas louer, etc. De A à Z pour faire une opération exactement comme moi je l'ai fait. Bah, excellent, ça me donne envie. J'espère que vous aussi, ça vous inspire, ça vous donne des idées, ça vous stimule les neurones. En tout cas, David, merci pour ces infos, merci pour ton témoignage. Je pense qu'on sera amené à en reparler dans les prochaines semaines, les prochains mois.
Voilà, je ne sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter. En tout cas, moi, ça m'a vraiment intéressé, ta stratégie. Je vais un peu creuser le sujet, en tout cas. Alors si, parce que je peux peut-être rajouter quelque chose. Je ne vais pas me faire le défenseur de la construction de maison. Tu sais que ça me tient beaucoup à cœur, que c'est mon dada, quoi, voilà. Mais souvent, les gens pensent que c'est trop gros, surtout en termes de budget, je pense. Je pense pas que la construction fasse peur, puisque la construction, comme on vient d'évoquer, c'est vachement, c'est très encadré, c'est très sécurisé. C'est vrai qu'il y a Voilà. le côté, le coût global de l'opération pour quelqu'un qui débute, Ouais. c'est peut-être important. Ouais. Ouais. Donc, pour intervenir là-dessus, en fait, déjà, premièrement, lorsque moi, je réalise une opération qui fait 300 000 euros, on parle de 300 000 euros, c'est un certain budget. Je l'admets, je suis d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, je te donne un exemple sur Bordeaux, et ça donne le cas dans d'autres villes de France. Sur Bordeaux, aujourd'hui, sur la ville de Bordeaux, si jamais on voulait acheter un T3, donc un appartement avec 2 chambres, d'une surface, allez, on va dire de 60 mètres carrés, 60-65 mètres carrés, on ne peut pas avoir un T3 aujourd'hui à moins de 300 000 euros à Bordeaux. Avec 300 000 euros, moi, je construis 2 maisons individuelles de 100 mètres. Bon, voilà, c'est juste ça. Ouais. Et à part ça, à part le fait de faire une opération de doublette, je voudrais m'adresser également à tous les gens qui n'ont pas forcément envie d'investir dans l'immobilier, mais qui ont peut-être envie d'accéder à la propriété. Par contre, on peut très bien accéder à la propriété avec une maison individuelle. Alors, ça peut paraître totalement hallucinant pour beaucoup de gens, parce que la plupart du temps, quand on démarre dans l'accession, on part plutôt vers un appartement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une maison individuelle, pour 160-170 000 euros, sur la région bordelaise, vous pouvez être propriétaire d'une maison individuelle. Et là, on est en train de parler de 160-170 000 euros. Donc, c'est vraiment, ça devient vraiment très accessible de pouvoir. C'est vrai que c'est une option à prendre en compte. On n'y pense pas toujours. Il faut sortir un peu du cadre standard. Mais là, c'est vrai que bon. Et quand on fait le calcul, les prêts qu'on arrive à avoir, alors à l'heure actuelle, encore une fois, ça peut changer. Mais aujourd'hui, avec la chance que l'on a d'avoir des taux relativement bas, on peut très facilement accéder à ce type d'accession et même d'investissement. Vous n'êtes pas obligé de faire une doublette. Vous pouvez très bien faire une maison individuelle. Je viens de vous annoncer le tarif. Et là, des terrains, vous pouvez trouver du terrain pour 60, 70, 80 000 euros pour faire une seule maison et que vous allez louer très bien parce que la demande, elle est juste énorme. C'est pas compliqué. Moi, je mets une annonce. Dans les 24 heures qui suivent, j'ai 15 appels. Il n'y a pas de... Mais chez nous, c'est pareil. En Alsace, c'est pareil. Il y a très peu de maisons sur le marché. Et dès qu'il y en a une, elle part. Là, notre voisin, nous, on est en maison, mais notre voisin, là, c'était des locataires, ils sont partis. C'est directement loué, indirectement. Il n'y a pas de vacances locatives. Des fois, ça passe même pas par les annonces, ça passe juste en bouche à oreille avant que l'annonce paraisse. Exactement. Ouais. Donc, on peut avoir une très bonne rentabilité avec ce type d'investissement, le louant, et en même temps, donc ça, c'est sans faire une doublette. Là, je suis en train de parler de simplement une maison individuelle à moindre coût, c'est-à-dire le prix que pourrait coûter un appartement quelque part, mais le fait que c'est plus un appartement, c'est quand même une maison, patrimonialement parlant, et en termes de rendement, c'est beaucoup plus profitable parce que à la revente, vous allez gagner beaucoup plus d'argent. Vous allez faire une plus-value qui va être presque assurée, on va dire. Presque assurée si vous choisissez le bon emplacement, etc. Il y a plusieurs critères, évidemment, à valider. Mais avec un crédit simplement accessible pour 160 000 euros, vous pouvez avoir une maison. Et en même temps, vous pouvez utiliser la loi de défiscalisation dont on a parlé tout à l'heure et défiscaliser vos impôts. Tout à fait. Et bon, je pense que effectivement c'est très intéressant, mais par contre, faut quand même bien se renseigner avant, faut bien se former. Et donc, moi, je vous invite vraiment à venir sur le site de David. C'est quoi le site? C'est davidlepromoteur.fr. davidlepromoteur.fr. Il est juste en train de se terminer. Donc voilà, peut-être que si vous y allez tout de suite, peut-être que il y a quelques boutons qui marcheront pas. Je suis en train de le finaliser. Là, dans quelques jours, il sera opérationnel. Excellent. Écoute, au plaisir d'échanger à nouveau. Merci en tout cas pour ta contribution et puis je te dis à très bientôt, David. À très bientôt. Ciao. Ciao.